Bonsoir à toutes et à tous. Il est à 18h, on va pouvoir démarrer la séance. Donc, je vais commencer par le traditionnel appel des membres du Conseil. Arnaud Salmon présent, Marie-Claire Mervin, Martine Guénégan, Christian Fontaine qui a donné son pouvoir à Thierry Lafournière, Muriel Béziel, Vincent Rémy, Catherine Cabot, Philippe Bécan, Mireille Jean de Dieu, Frédéric Souillet qui a donné son pouvoir à Philippe Bécan, Kevin Stanbacher, Christian Chauffour, Laure Zatorchi, Joyce Doumage qui m'a donné son pouvoir, Gwenaël Védy, Thierry Lafournière, Eva Hélène qui a donné pouvoir à Catherine Cabot et Marion Vadard qui a donné pouvoir à Martine Guénégan, Jean-Patrick Guibou, Valérie Simon qui a donné pouvoir à Marie-Claire Mervin, Michel Armandari, Éric Dièvre, Marc Le Guiffant, Yannick Loisance, Nolwenn Guillou, Bruno Deslandes, Catherine Guguin-Grassi, Claudia Gauvin, Fabrice Le Toquin, Annick Porte, Jean-Louis Vergne, Martine Cravaya-Schutz et Claude Bénédite. Je vous remercie. Le quorum est atteint, donc la séance est ouverte. Il me faut un ou une secrétaire de séance. Béziel. Madame Béziel est candidate. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition, je vous remercie. Avant de démarrer la séance, je tiens à vous signaler qu'une erreur matérielle s'est glissée sur le projet de la délibération numéro 10. Donc pour le lot 6, fourniture de mobilier urbain de pique-nique en bois. Donc le prix total des fournitures listées en BPU était de 4 518,20 centimes hors taxe, alors qu'il s'agit de 10 066,50 € hors taxe. Ce nouveau montant remet en cause le classement des offres et l'entreprise France Bonhomme n'est plus la première au classement. Cela doit donc être déclassé sans suite. Une prochaine CAO avec les montants rectifiés sera proposée aux membres le 12 juin prochain. Donc si vous en êtes d'accord, nous passons à la délibération telle qu'elle était prévue, sauf pour le lot 6 que nous déclarerons infructueux. Est-ce qu'il y a des oppositions sur cette modification de projet de délibération? En fait, sur le lot 6, l'analyse réalisée... Le lot 6 qui concerne juste l'étape de pique-nique pour le mobilier urbain, et il y a eu un problème d'analyse en interne, et donc les montants qui ont été proposés à la CAO n'étaient pas bons, et donc ça a été corrigé, les services se sont aperçus de l'erreur une fois la CAO réalisée, donc on vous propose de reporter juste l'attribution du lot 6 au prochain conseil municipal de juin. Oui, exactement. Comment? On a il y a une modification. Le conseil municipal va changer, oui, en mois de mai. Je vais l'annoncer en fin de... Il n'y aura pas de conseil en mai, il y aura un conseil au mois de juin. Donc je vous propose d'attribuer tous les lots, sauf le lot 6. Voilà. Pas d'abstention, pas d'opposition pour cette modification, je vous remercie. Je vous redis ça tout de suite, Madame Crayer. C'est marqué à la fin de mon déroulé. Donc le prochain conseil municipal, ça sera le lundi 23 juin à 18h. Et donc la séance du 26 mai est annulée. C'est pour que ça cale mieux avec les commissions d'attribution de certains marchés en lien avec les travaux actuels. Ok, donc je vous propose de passer sur le point numéro 1 à l'ordre du jour, donc l'adoption du procès-verbal du 24 mars 2025. Est-ce que il y a des commentaires? Pas de commentaires, donc je vous propose d'en prendre acte. Je vous remercie. Et on passe directement au point 2, donc modification numéro 8 de la commission locale du site patrimonial remarquable. Catherine Cabot. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous. Le 22 juin 2015, le conseil municipal a prescrit l'élaboration d'une AVAP, aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Il s'agissait de concilier la protection du patrimoine et du paysage avec les objectifs et les règlements du PLU en cours d'élaboration, qui fut approuvé le 17 décembre 2018.
L'AVAP venait alors remplacer la ZPPAUP, zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, adoptée en conseil municipal le 13 juillet 2000. Lors de cette séance du 22 juin 2015, a été mise en place une commission consultative locale, commission locale de l'AVAP, composée d'élus municipaux, de représentants des services de l'État et de personnes qualifiées. Elle a pour mission de suivre les études liées à l'élaboration de l'AVAP et d'encadrer l'application de ces règles. L'architecte des Bâtiments de France y assiste avec une voix consultative. L'article 144 de la loi 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine a fait transiter les AVAP vers les SPR, sites patrimoniaux remarquables. À son adoption le 17 octobre 2023, l'AVAP de Dinard est devenue SPR et la CLAVAP, commission locale du SPR. Excusez-moi. Monsieur Guichard, ayant démissionné de son poste de conseiller municipal, il y a lieu de le remplacer au sein de la dite commission en tant que représentant de la collectivité. Le maire propose au conseil municipal de prendre la décision suivante, de procéder à la modification de la commission locale du SPR en remplaçant monsieur Pascal Guichard par Éric Dièvre, monsieur Éric Dièvre, en qualité d'élu représentant la collectivité. La commission locale du SPR est désormais composée de la sorte: 3 représentants de l'État, monsieur le préfet ou son représentant, monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant, monsieur le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant, 8 représentants de la collectivité, monsieur Arnaud Salmon, monsieur Christian Fontaine, madame Catherine Cabot, madame Martine Guénégan, madame Martine Cravaya-Schutz, monsieur Bruno Deslandes, monsieur Fabrice Le Toquin et donc monsieur Éric Dièvre. 2 personnalités qualifiées au titre des intérêts économiques locaux, monsieur Nicolas Rebuffet, monsieur Mathieu Gailly. 2 personnalités qualifiées au titre du patrimoine culturel, monsieur Laurent Boudet, madame Françoise Wasserman. Y a-t-il des votes contre? Des questions. Madame Guillot. Oui. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Et la fréquence de réunion de cette commission, c'est une fois par an? C'est fixe ou c'est... Il y en a qui se tiennent? Une fois par an. Une fois par an minimum. Okay. Merci. Donc, d'autres questions? Madame Cravaya. Oui, bonsoir à toutes et à tous. La question que je me pose, c'est que le projet de la VAP, c'est parfait, puisque effectivement, depuis 10 ans qu'on a lancé tous ces projets, je pense que c'est très utile, c'est très précieux. La question que je me pose, c'est les consignes sont très claires dans l'ère de valorisation d'architecture et du patrimoine. Maintenant, comment pouvons-nous les appliquer? Voilà, parce que je vois partout dans Dinard des clôtures de plastique vert qui sont totalement illégales et qui sont disgracieuses, alors qu'on devait repérer les clôtures, les jardins, les espaces naturels, les devantures, etc. Alors tout ça est bien répertorié dans le projet d'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Et après, concrètement, comment fait-on pour appliquer? Je vais répondre. Bonne question. Oui, parce que... donc je rappelle qu'en tout cas, toutes les déclarations d'urbanisme, donc permis de construire ou déclaration préalable, donc par exemple un changement de clôture, l'avantage de la VAP, donc c'est soumis à l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France, donc avis qui est prédominant par rapport à celui du maire ou de l'adjoint délégué. Donc c'est déjà un premier filtre et voilà, il se peut effectivement qu'il y ait des pétitionnaires des administrés qui ne respectent pas soit le règlement, soit le SPR, la VAP ou le PLU, du reste aussi, ça peut arriver aussi, donc n'hésitez pas à nous faire remonter ces informations. Après, nous, on fait un signalement au procureur. Et après, oui, mais enfin, excusez-moi, monsieur le maire, mais c'est très délicat d'aller, moi, faire la démarche, de prendre des photos, de montrer que, venez, toute l'avenue Bruseau, elle est comme ça. Elle est en plastique vert ou bien une espèce de clôture. Après, si c'est des travaux, est-ce que c'est des travaux récents ou pas récents? C'est que dès lors qu'il y a des nouveaux travaux, qu'on applique les règlements, en fait. Pas depuis l'adoption du SPR. Madame Guillaume.
C'était un petit peu ce qui était sous-tendu dans ma question sur le point sur la fréquence à laquelle se réunit la commission, parce que la commission elle a aussi pour vocation à faire valoir la mise en œuvre du règlement adopté. Donc faire le point, ne serait-ce que 2 fois par an, sur des choses qui auraient dysfonctionné. On évite de rentrer dans le côté délation qui n'est pas forcément toujours souhaitable. Malgré tout, on fait à 2 et on peut engager des démarches. Non, la mise en œuvre du règlement adopté, c'est l'ABF d'abord. Après, c'est les services instruction, soit en interne commune ou communauté de communes. Et derrière, la commission locale espère surtout a le pouvoir de pouvoir modifier partiellement en fait le règlement, en fait. Corriger. Je sais qu'il y a eu une réunion vendredi où j'ai assisté, où l'architecte des indépendants de France, Madame Ledeva, et son collègue, Monsieur Savin, étaient présents avec les agents de la commune, en fait, et ils vont réintégrer aussi des oublis dans le diagnostic, dans le diagnostic des maisons d'habitation actuelles. Et il y a de nouvelles maisons qui vont être proposées justement à cette CSPR, à au moins un niveau de classement minimum. C'est le rôle. Mais pour le coup, on a des contentieux en urbanisme. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois il y a des frais d'avocat qui apparaissent en décision du maire pour des administrés ou des pétitionnaires qui ont fait des travaux en toute illégalité. Après, malheureusement, on ne peut que subir le délai de la justice. Il y a des contentieux bien connus dans Dinard. Voilà, Madame Travers, mais j'aimerais bien que ça aille plus vite aussi comme vous. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, Madame Cabot. Je recommence. Donc le maire propose donc au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Non, pardon, je ne sais plus où j'en suis. Donc de remplacer M. Pascal Guichard par M. Éric Dièvre en tant qu'élu représentant la collectivité. Voilà. Des votes contre, des abstentions. Merci. Merci, Madame Cabot. Point 3, maintenant, convention de mandat relative à l'attribution et au versement des aides par l'agence de l'eau Loire-Bretagne au bénéfice des maîtres d'ouvrage privés. Madame Cabot. Dans le cadre de son 12e programme pluriannuel d'intervention 2025-2030, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne attribue des aides financières aux particuliers et collectivités maîtres d'ouvrage d'immeubles et petites activités. Ces aides sont destinées à la mise en conformité des raccordements au réseau d'assainissement collectif ou à la réhabilitation de la partie privée des branchements au réseau d'assainissement collectif des eaux usées ou au déraccordement des eaux pluviales du réseau d'assainissement collectif en vue de réduire les rejets de pollution dans le milieu naturel. Le montant de l'aide allouée est calculé en application des modalités d'aide définies par le programme pluriannuel d'intervention de l'Agence de l'eau en vigueur à la date du dépôt de sa demande d'aide complète. Afin de favoriser les réhabilitations et mises aux normes des installations privatives d'assainissement en simplifiant les démarches pour les usagers, il est proposé que la ville de Dinard soit l'intermédiaire entre ces derniers et l'Agence de l'eau. C'est l'objet de cette nouvelle convention de mandat avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne qui permettra d'obtenir une dotation pour les maîtres d'ouvrage pour la période 2025-2030. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Article 1er, approuver les termes de la convention annexée à la présente délibération. Article 2, solliciter la contribution financière de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Article 3, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Merci, Madame Cabot. Point 4, maintenant, convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avec au pays de Saint-Malo pour une étude de zonage des possibilités de réduction de la pression sur les réseaux d'eau potable. Madame Cabot. La ressource en eau du périmètre d'eau du pays de Saint-Malo souffre de risques de pénurie importants, notamment en cas d'occurrence de 2 années sèches consécutives, comme cela a été le cas en 88 et 89. L'exposition à ce risque ne cesse de croître avec les effets du dérèglement climatique et de la dynamique démographique du territoire. C'est pourquoi Eau du pays de Saint-Malo propose aux communes de Dinard et Saint-Lunaire, à la Régie malouine de l'eau et au syndicat intercommunal des eaux de la rive gauche de la Rance, une convention de maîtrise d'ouvrage afin d'étudier les possibilités de réduction de pression dans les réseaux de distribution en vue de diminuer les consommations d'eau potable. C'est une étude mutualisée qui a pour objectif de définir un zonage des secteurs pouvant faire l'objet de réduction de pression par implantation de vannes de régulation sur les réseaux publics ou par implantation de réducteurs de pression chez les abonnés. A contrario,
Elle définira les secteurs qui n'offrent pas d'opportunité de réduction de la pression. Eau du pays de Saint-Malo portera la totalité du financement de l'étude. Y a-t-il des questions? Madame Grassi et Madame Guillot. J'aimerais savoir ce qu'il en est des travaux d'eau qui ont eu lieu récemment dans la ville de Dinard. On a reçu des messages nous informant de travaux sur nos quartiers, etc., pouvant générer perturbations. Depuis ces messages, ça fait une quinzaine de jours facilement, la pression a été drastiquement réduite sur les quartiers concernés. Donc j'aimerais bien savoir ce qui se passe sur le réseau d'eau actuellement et pourquoi on a ces désagréments dans certains quartiers. Merci. Vous pouvez nous préciser les quartiers, parce que moi, j'ai pas eu de remontée d'informations sur dans ce sens. Pour Alors moi, j'ai eu une remontée du côté Saint-Alexandre et une autre chez moi, c'est facile, l'île Solé. Toute la zone île Solé, Port-Breton, Panama, merci. Voilà, ça part déjà, donc ça part d'en bas, Prieuré, on va dire. Prieuré au sens large, Prieuré, Port-Breton, colline du Prieuré, alors là, toute la rue. Ok, bon, on va aller chercher des grosses réductions. On va aller chercher des explications auprès du concessionnaire, parce que c'est pas remonté jusqu'à nous. Merci. Ok, merci. Je consomme trop, non, même pas en plus. Guillaume. Oui, c'est une question connexe, puisque là, on parle des usages privés. Il y avait un projet de faire ce travail-là de réduction de pression pour déjà que la municipalité soit exemplaire sur les bâtiments communaux. Est-ce que ça a été engagé? Est-ce qu'il y a un travail toujours mis en place sur ce sujet-là pour les bâtiments communaux? Il y avait eu toute une étude avec un chiffrage. Oui, je ferai un point prochainement sur cette question, oui. Il y a un travail entamé, oui. Pour le coup, je sais qu'il est entamé, puisque c'est moi qui l'ai entamé. Donc, du coup, je suis bien au courant, mais je voulais savoir où ça en était. Alors, on ne parle pas de pression, mais on parle d'économie de volume d'eau sur les robinets, tout ça. Donc, il y a le travaux continue à déployer sur l'ensemble des bâtiments de la ville. Il y a d'autres questions sur l'étude de pression. Alors, ça concernera l'ensemble des quartiers, mais ça n'annonce pas forcément une baisse de pression dans tous les quartiers, en fait. Non. Là, ça dépend des quartiers. Il y a des endroits où peut-être qu'on est en surpression. C'est le but de l'étude, en fait, c'est d'avoir un regard objectif. Tout ce qui est en plateau là-haut, tout ce qui est en plateau proche du château d'eau, on va dire, c'est des quartiers qui se plaignent par période, chacun son tour, en fait. Moi, j'ai eu des plaintes sous le château d'eau. Tout ce lotissement-là s'en est plaint il y a quelques mois. Ça s'est passé après sur l'Orilois. Et puis là, ça revient sur un peu plus au milieu entre les deux zones. Mais tout ce qui est dans la partie haute est en difficulté, en fait. Madame Cravaya. Oui, alors je me permets d'ajouter qu'il y a des travaux donc, sur le château d'eau qui ont été engagés par le syndicat mixte de l'eau et que par conséquent, je pense que c'est en lien malgré tout, qui sont obligés par moment donc de baisser la pression, voire de couper l'eau. Mais je pense qu'ils devraient informer les gens, ça me paraît élémentaire. Je voudrais féliciter Madame l'adjointe pour le combat qu'elle mène sans relâche sur la sobriété en eau douce en particulier, puisqu'on a eu une journée mondiale de l'eau avec une conférence qui nous permettait... Madame Créa, est-ce que vous pouvez préciser votre sujet? Parce que là, on est sur la pression de l'eau. Oui, monsieur le maire, vous n'allez pas m'empêcher de parler. Si, on connaissez les règles. On nous demande de faire... Vous connaissez les règles des prises de parole? De considérer la nécessité de préserver la ressource en eau sur le territoire. Alors, on n'est pas complètement... Madame Créa, vous allez nous parler... Et je vais vous parler de la piscine, ça veut dire que vous l'avez oublié. Bon, Madame Cabot, on va pouvoir délibérer. Madame Cabot, Madame, je vous demande de respecter le règlement intérieur du Conseil. On va pouvoir délibérer, Madame Cabot, s'il vous plaît. Le maire propose donc au Conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Article 1er, approuver les termes de la convention annexée à la présente délibération. Article 2, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer, ainsi que tous les documents afférents à ce dossier. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Merci, Mme Callot. Point 5. C'est en lien avec l'ordre du jour? Oui, c'est précisément votre référence au règlement intérieur, enfin, en tous les cas, aux propos qui se tiennent. Est-ce que vous pouvez me citer l'article? Je ne connais pas l'article par cœur, Madame Guillaume. Ce serait avec plaisir. J'ai par exemple posé une question il y a plusieurs mois sur le règlement intérieur, à laquelle j'ai toujours pas eu de réponse. Et du coup, c'est vrai qu'en instance délibératoire et de débat, quand on prend la parole, c'est toujours un moment important. Donc, si on peut préciser les conditions qui font qu'on peut intervenir ou non, je veux bien qu'on le refasse. Ok.
On a tous voté le règlement, je vous rappelle. Du coup, on passe au point 5, protocole d'accord avec les Situba et l'SRL Hôtel Castelbrac pour la prise en charge des frais d'expertise et de confortement provisoire d'un mur de soutènement 6 promenade du Clair de Lune. Madame Merlin. Bonsoir à tous. Donc, le but de la délibération, c'est d'approuver les termes d'un protocole d'accord qui va être conclu entre la ville de Dinard et puis la SCI Tuba et la société Hôtel Castelbrac. Mais avant, je vais vous rappeler un petit peu les différents faits. Donc, suite à la chute de moellons sur le domaine public par courrier du 22 novembre 2024, la ville de Dinard a mis en demeure la SCI Tuba de procéder à la mise en sécurité d'un mur de soutènement 6 promenade du Clair de Lune au droit de l'hôtel de Castelbrac. Si des réparations ont pu être mises en œuvre, la SCI Tuba, par réponse datée du 4 décembre 2024, a formellement contesté d'être propriétaire du dit mur. Parallèlement, dans le cadre d'une expertise liant la SCI Tuba, la SARL Hôtel Castelbrac à la société Eiffage Immobilier, expertise pour laquelle une assignation forcée de la ville a tout récemment été émise, l'expert judiciaire a informé les différentes parties prenantes. Donc, tout d'abord, des risques liés à l'état du mur et de la nécessité de mettre en œuvre toute action nécessaire aux mesures conservatoires, diagnostiques et à la définition des mesures réparatoires définitives, de l'urgence à intervenir et de la nécessité de faire réaliser une mission d'expertise sans délai par un homme de l'art, soit au titre de la poursuite de sa mission confiée par le tribunal judiciaire de Saint-Malo, soit dans le cadre du déclenchement immédiat d'une procédure de mise en sécurité. Donc, en conséquence, afin en premier lieu de garantir la sécurité des usagers du domaine public et des usagers de l'hôtel, et en second lieu de recueillir davantage d'éléments techniques sur le mur, objet du différend, il est proposé de répartir les frais d'expertise et les frais d'éventuelles mesures conservatoires à part égale entre les sociétés de l'hôtel Castelbrac et de la ville. Donc, le protocole était annexé faisait partie des annexes. L'estimation du montant serait de 55 000 pour le moment. Et dans le protocole, vous avez pu voir que la limite du coût global s'est plafonnée à 100 000 euros, soit 50 000 pour la ville. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je ne comprends pas s'ils sont propriétaires ou pas propriétaires. Votre micro, Madame Cravalla. Oui, on comprend mal. Excusez-moi. Un peu personnel, mais je comprends mal qu'on ne puisse pas véritablement bien définir qui est propriétaire et responsable de la prise en charge en fait pour conforter le mur. Il y a bien des gens compétents pour nous dire si oui ou non on est en capacité de faire 50-50 ou bien ça doit être complètement à la charge de Castelbrac. On souhaite qu'à la fin, ça soit totalement à la charge de Castelbrac. Aujourd'hui, le propriétaire de la SCI contexte la propriété parce que le mur n'est pas notarié dans son acte. Mais en fait, il y a tout. Je pense que chacun autour de cette table, si vous regardez dans vos actes, les murs mitoyens sont rarement en fait notariés. Donc c'est sur cet argument qu'il s'appuie. Nous et d'autres juridiques, nous aujourd'hui, on est convaincus à 98% qu'il appartient à la SCI Tuba pour différentes raisons. Si on peut remonter la slide de la photo. Voilà. Donc comme vous voyez sur la photo. Le mur de soutènement, en fait, il porte l'ensemble des terrasses du rez-de-chaussée, donc et des terres qui ont servi à combler pour retrouver une certaine horizontalité. Au R+1, le mur de soutènement porte les poteaux qui soutiennent les balcons de certaines chambres. Il porte aussi le mur de la chapelle, je crois aussi, là, sur la partie droite de la photo. Donc, il porte aussi les terrasses de la partie restauration, là, totalement à droite. Donc voilà, nous en tout cas, on a un certain nombre d'éléments qui nous laissent penser à 98% que le mur appartient à la SCI Tuba, ce qu'aujourd'hui, il n'est pas notarié, ce mur. Donc en fait, vu qu'on est de l'autre côté, nous, c'est pour ça que l'expert judiciaire nous appelle à la cause aussi, il nous invite à rentrer dans cette expertise. Tant qu'on ne connaît pas le réel propriétaire de ce mur, voilà, d'autant plus que quand on regarde les vieilles cartes postales de Dinard, qu'on trouve très facilement sur Internet, en fait, on voit que le mur n'a pas été bâti pour protéger les passants qui se promènent sur le chemin de ronde, mais il a été bâti de manière antérieure, parce que le chemin de ronde est postérieur à la construction de la première villa bric-à-brac, et le mur de soutènement et de clôture du domaine était déjà existant. Mais alors, qui peut trancher, en fait?
Donc là, en fait, là, pour ne pas perdre de temps, ce qui est quand même par principe de sécurité, il faut réaliser quelques études géotechniques aussi avec un expert pour savoir où est fondé le mur, entre autres. Enfin voilà, c'est assez technique. Et aussi, il faut réaliser des mesures de confortement complémentaires en fait pour s'assurer de toute la sécurité. Et après, c'est soit on trouvera un accord entre la ville et le propriétaire de la SCI. En tout cas, mon point de vue, c'est que c'est le mur de Castelbrac. Et ben, si on ne tombe pas d'accord, on sera obligé d'aller au tribunal administratif et c'est le juge qui se rentre là. Et en attendant, voilà, pour une question de sécurité, dans le cadre des études et des mesures de confortement, la ville s'engage à dépenser jusqu'à 50 000 euros pour l'instant, à peu près. Je vous remercie. Donc, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Approuver les termes du protocole annexé à la présente délibération organisant la participation de la ville de Dinard aux frais d'expertise portant sur le mur de soutènement 6 promenade du Clair de Lune au droit de l'hôtel Castelbrac et autoriser le maire ou l'adjoint délégué à le signer ainsi que tous les documents afférents à ce dossier. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Madame Mervin. Donc point 7, remboursement des chèques passes aux associations. Donc le dispositif des chèques passes. Ah pardon, je suis allé trop vite. Voilà. Vote de subvention aux associations, pardon. Donc en date du 25 février dernier, le conseil municipal a voté des premiers versements de subventions aux associations pour un montant total de 69 400 € pour 5 associations ayant des besoins de trésorerie, donc l'école de musique, la STD, la boxe américaine de Dinard, l'ordre Russell et Histoire et patrimoine. Pour rappel, les crédits inscrits au budget primitif dédié aux subventions sont d'un montant de 565 000 € hors chèque passe. L'ensemble des subventions annuelles aux associations figurant en annexe a été examiné par la commission vie associative lors de sa réunion du 3 avril dernier. Le total des subventions proposées est de 557 747 €. Donc l'enveloppe budgétaire est respectée. La commission vie associative a demandé le report de l'attribution de subventions concernant le Dinard Amical Club. On doit recevoir le dirigeant prochainement. Il convient de conclure des conventions avec les associations pour lesquelles la somme de la subvention accordée en 2025 et du montant des valorisations en nature calculée en 2024 dépasse le seuil légal des 23 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Porte. Oui, merci Monsieur le maire. Bonjour à toutes et tous. Moi, je me réjouis déjà de voir qu'on a accepté dans un autre conseil municipal de passer le seuil de conventionnement à 23 000 €, ce qui est un seuil réglementaire, parce que d'une part, c'est beaucoup de travail de réaliser des conventions d'objectifs et de moyens. Moi, la question que je me pose, c'est sur les valorisations. Alors effectivement, c'est aussi très bien de valoriser ce que met la municipalité au service des associations, puisque quand on a un budget pour les associations de 557 000 € et qu'on voit dans les colonnes après que la mairie met 1,8 million quand on valorise la municipalité a prévu d'indiquer aux associations concernées quelle est la modalité de calcul de la valorisation des aides en nature. Ça me semblerait intéressant. Alors on sait bien que c'est les mises à disposition de locaux, les fluides, etc., mais avec un peu plus de précision. Donc ça, c'est bien, parce qu'on voit qu'il y a des associations dans le tableau qui est joint qui passent de 500 € globalement d'aide financière à... Elles dépassent les 23 000 € après. Donc ça oblige les dirigeants associatifs de faire une convention d'objectifs et de moyens, ce pourquoi j'ai des doutes sur certains dirigeants qui ne sont pas du tout formés à ces démarches administratives. Alors est-ce que vous prévoyez de faire un accompagnement pédagogique pour remplir ces conventions ? Donc, sur les valorisations, comment vous chiffrez les valorisations? Et la troisième remarque, c'est est-ce que dans un délai plus ou moins long, vous envisagez de passer de ces seules conventions d'objectifs et de moyens à des conventions pluriannuelles? Ça simplifierait beaucoup le travail. Ça permettrait aux associations d'abord de rédiger des conventions d'objectifs sur 3 ans et puis d'avoir un financement dans les premiers mois de l'année N+1 sur la base des subventions N. Voilà, c'est des questions très techniques, mais comme je baignais là-dedans, je voudrais avoir quelques réponses, si c'est possible. Je pense que d'abord, c'est une bonne chose, et excusez-moi, je finis là-dessus, parce qu'au début où j'étais revenu ici, je voyais des courriers au maire disant « Bonjour, monsieur le maire, je suis président de l'association machin truc muche, et j'ai besoin de 1 000 €. »
Donc là, on a beaucoup progressé, c'est-à-dire qu'on va conventionner, c'est-à-dire que les associations vont définir des objectifs, pour faire quoi, avec qui et de quoi on a besoin comme financement. Voilà, merci. Du coup, je partage en tout cas votre analyse sur le fait de faire plus de simplification administrative. Ça ne sert à rien de faire de la paperasse pour rien. Alors après, regardez peut-être dans le futur si on peut écarter les valorisations pour éviter les conventions pour certaines associations. Je ne suis pas du tout fermé à cette proposition. C'est plutôt... Mais c'était pas le sens de votre question? Non, c'était pas une question, c'était une remarque. Prendre en compte les valorisations... Oui, ça fait dépasser le seuil. Oui. C'est très bien. Ça permet que les dirigeants associatifs, et moi je suis dans la minorité, mais quand même, les dirigeants associatifs, ils soient vraiment conscients que ce que la municipalité donne comme aide. C'est pas parce qu'on a 500 € que c'est tout ce que la ville fournit, c'est on a beaucoup plus, puisqu'il y a la mise à disposition de locaux. Donc je pense que c'est important que les valorisations apparaissent. Pour une question de sincérité comptable aussi, budgétaire, je pense que c'est légal. Hein. Oui, c'est la base légale. C'est la base légale. Oui, tout à fait. On n'a pas le choix. Alors moi, je voudrais revenir sur les valorisations, justement. J'ai pas fini de répondre à Madame Porte. Juste, donc, est-ce que le seuil légal permet d'écarter les valorisations justement pour éviter la paperasse inutile pour certaines associations qui ne seraient pas adeptes? Une question à se poser, pourquoi pas. Alors les valorisations, elles sont, pour certaines, sont simples à faire parce que chaque salle municipale, enfin pas toutes, mais si je prends l'exemple du COSEC, en fait, chaque salle a un tarif, en fait, donc c'est une valorisation horaire de la mise à disposition des salles. Après, il y a peut-être d'autres équipements où il n'y a pas de tarif voté au conseil municipal, mais dès lors, je pense que c'est une estimation réalisée par les services. Tout est fait. Ouais. Tout est fait. On me confirme que tout a été. Est-ce que les présidents d'associations ou les trésoriers sont informés des méthodes de calcul? Oui, je pense. Ouais. Madame Grassi. Je voudrais repréciser pour la bonne compréhension, je souscris parfaitement à ce que dit Madame Porte, c'est ce qu'elle réclame, c'est la base légale, donc c'est pas compliqué à satisfaire. Je souhaite quand même bien préciser que les subventions qu'on a à l'ordre du jour ce soir sont exclusivement les subventions Ville de Dinard et absolument pas les subventions CCAS. Et qu'effectivement, côté CCAS, on avait parfois un courrier, monsieur le maire, j'ai besoin de temps, parce que c'est pas toujours des présidents qui ont l'habitude de monter des dossiers de subventions. Et aujourd'hui, on ne parle pas de ces subventions-là, elles sont toujours traitées par le CCAS. Donc là-dessus, on n'a pas de visibilité claire en conseil municipal. Et une fois de plus, je le regrette, parce qu'on n'a pas de possibilité, je l'ai réclamé l'année dernière, je le réclame cette année, on n'a pas de possibilité d'équité entre les associations qui sont traitées côté CCAS et celles qui sont traitées côté ville. Et certaines pourraient demander une subvention des deux côtés, voire changer, passer d'un côté à l'autre au titre de leur vocation solidaire. Et je trouve que ce n'est pas normal qu'on n'ait pas au moins en conseil municipal, au moment du vote des subventions communales, un compte-rendu de ce qui est voté en CCAS, en conseil d'administration, même si on n'a pas notre mot à dire, mais rien que pour information, j'aimerais bien que ça se mette en place. Ça avait été entamé l'année dernière, mais ça n'a pas été fait pour l'instant. Merci. Même Porte. Je peux peut-être répondre à Catherine. Vraiment, je suis d'accord avec toi. Mais en tant qu'administratrice du CCAS et présidente d'une association de solidarité, je pense qu'on en parle au sein du CCAS pour que ce même traitement des demandes de subventions soit appliqué pour les associations solidaires et caritatives. Et je pense que... Mais là, je passe peut-être la parole à Muriel, mais on est dans cette démarche-là aussi. Je suis d'accord, je demande juste une visibilité pour les Dinardais, c'est tout. Parce que là, les Dinardais vont voir une liste des subventions votées, mais celles du CCAS, on ne les voit jamais. Ils ne savent pas. Or, un certain nombre de gens profitent, adhèrent à toutes ces associations-là et n'ont absolument aucune visibilité. C'est tout. Merci. Cela sera fait, Madame Grassi. Madame Guillot. J'ai un petit rebond juste pour expliquer aussi. Il y a aussi pour équité, qui est le principe de base équité et transparence que nous avions indiqué en début de mandature, deux réunions qui se passent, la commission vie associative du côté ville et une réunion qui, je pense, à mon avis, Madame Béziel va venir bientôt pour une réunion de travail au sujet des attributions de subventions. Et il y a des membres communs aux deux, alors dont je fais partie, mais Monsieur Deslandes fait partie aussi de la réunion de travail, et donc on garde les mêmes principes sur les deux réunions. Donc j'entends la non-lisibilité, mais voilà. Donc sinon j'avais une question,
là, je peux poser la question, oui. J'ai posé une question puisque la fiche analyse pour Sport Concept sur le sujet des valorisations n'était pas juste. J'avais demandé à ce que pour le conseil, puisque du coup je m'étais abstenue, est-ce que vous avez le montant, s'il vous plaît, comme je l'avais demandé en commission, des valorisations actualisées? On ne l'a pas récupéré encore pour le conseil. Alors du coup, je suis embêtée parce que je m'étais abstenue en commission puisque la valorisation n'était pas juste. Je n'ai pas l'information, donc en cohérence, je vais de nouveau m'abstenir par défaut d'information. Très bien. Il y a d'autres questions? Madame Porte. Je suis désolée, vous n'avez pas répondu à ma troisième remarque sur les conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens. Est-ce que vous Oui, là envisagez ça? déjà, il y a une première évolution, donc on les passe à 2 ans. Là. Voilà. Ok, ça marche. Merci. Je vais vous faire voter 2 fois, une fois pour l'ensemble des subventions, sauf Sport Concept. Donc, il n'y a pas de membre de bureau là qui se. Ouais. Il ne faut pas prendre part au vote. Donc à ce moment-là, on sort Sport Concept et Histoire et Patrimoine, comme ça Jean-Louis pourra voter pour les autres subventions. Donc article 1er, donc sauf Sport Concept et Histoire et Patrimoine, je propose le vote des subventions telles que figurant dans le tableau joint en annexe. Article 2, m'autoriser ou autoriser mon représentant à verser en tant que de besoin, tout ou partie par voie d'acompte dans ce dernier cas, le montant des subventions attribuées par la présente délibération. Article 3, m'autoriser ou autoriser mon représentant à signer les conventions d'objectifs et de moyens pluriannuels entre la commune de Dinard et les associations percevant en 2025 un total supérieur à 23 000 euros. Total subvention et valorisation. Donc pour l'ensemble des subventions, sauf Sport Concept et Histoire et Patrimoine, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité. Je vous épargne la relecture des articles pour Histoire et Patrimoine. Donc, Jean-Louis Verne ne prend part au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Pour Sport Concept, y a-t-il des abstentions? Une abstention? Des votes contre? Je vous remercie. Si je peux, monsieur le maire, oui. Oui, monsieur. Repréciser que c'est pour défaut d'informations sollicitées en commission. Oui, mais on vous communiquera les informations dès lors qu'elles sont prêtes. Mais le vote, c'était ce soir. Ok, très bien. Le dispositif, donc point 7, remboursement de chèques passe aux associations. Donc le dispositif des chèques passe existe à Dinard depuis 2002. En décembre 2020, le conseil municipal a modifié son fonctionnement en créant 3 montants de chèques passe attribués selon le quotient familial à hauteur de 40, 70 et 100 euros. Les montants des chèques passe sont reversés aux associations auxquelles les jeunes adhèrent pour des activités sportives ou culturelles sur présentation des documents remis par la famille. Pour la saison associative 24-25, 8% des chèques passe sont d'un montant de 100 euros, 4% d'un montant de 70 euros et 89% d'un montant de 40 euros, avec une légère progression au fil des années sur la proportion des 70 et des 100 euros. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Guillot. Question connexe, alors vous allez peut-être me dire, monsieur le maire, que ce n'est pas dans l'ordre du jour, pas directement. Je sais que sur l'intercommunalité, il y a une réflexion qui est engagée dans le cadre du schéma de mutualisation sur une uniformisation des aides apportées aux jeunes pour les associations. Est-ce que vous savez si le sujet a avancé? C'est connexe, hein, ce n'est pas directement sur le remboursement. Oui, pas du même niveau que Dinard. Après, ils ont leur niveau de chèque passe qui leur est propre. Et voilà. Et après, il y a les activités qui n'existent pas à Dinard ou dans d'autres communes périphériques sont remboursées et réciproquement. C'était pas ma question. Ma question, c'était puisque s'est engagée une réflexion pour une harmonisation des accompagnements, est-ce que cette réflexion a avancé? Je sais qu'il y a des accompagnements divers et variés. Non, il n'y a pas de. Chacun décide dans son constitual du montant dédié au chèque. Donc ça n'a pas avancé. Il n'y a pas d'harmonisation des aides, en tout cas, apportées aux jeunes. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Je vous propose de prendre la décision suivante, approuver le vote des remboursements des chèques passe tels que figurant dans le tableau ci-dessous.
M'autoriser ou autoriser mon représentant à signer les conventions entre la ville et chacune des associations figurant dans le tableau ci-dessous permettant de procéder au versement des montants indiqués. M'autoriser ou autoriser mon représentant à verser les remboursements de chèques passe attribués par la présente délibération. La dépense en résultant étant imputée à l'article 65-748 au budget 2025. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Unanimité. Et point 8, adhésion à l'association Sites et Cités Remarquables de France. Éric Dièvre. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Cette délibération s'inscrit dans le cadre des objectifs de la ville d'œuvrer pour la protection et la valorisation de notre patrimoine. Je vais vous donner quelques informations sur cette association Sites et Cités Remarquables de France. C'est une association qui a été créée en 2000 pour regrouper les villes et les ensembles de communes qui sont porteurs d'un secteur protégé, aujourd'hui sites patrimoniaux remarquables, et ainsi que les villes et les pays signataires de la Convention Villes et Pays d'Art et d'Histoire. Donc nous, Dinard, nous cochons les deux cases. Cette association comporte 310 adhérents, des villes ou des territoires, et ça représente un ensemble de 2400 communes et 14 millions d'habitants sur l'ensemble du périmètre couvert par cette association. Le rôle de l'association, c'est d'assurer un relais des collectivités auprès des instances nationales et des assemblées parlementaires, donc un travail de lobbying. C'est un centre de ressources qui assure une veille juridique et technique sur les politiques patrimoniales. C'est un espace de conseil, d'expertise, d'accompagnement des collectivités, et cette association assure également le pilotage de groupes de travail sur un certain nombre de thématiques qui sont liées au patrimoine. Alors, les objectifs de l'association, c'est la participation à la mise en réseau à des niveaux territoriaux différents pour développer une politique de valorisation et de médiation du patrimoine, de l'architecture et de l'urbanisme. C'est le dialogue entre tous les acteurs, la facilitation de la connaissance mutuelle des expériences, en encourageant les partenariats et les échanges entre élus, scientifiques et techniciens, et assurer également une veille sur l'évolution législative et réglementaire de la gestion du patrimoine. L'intérêt pour Dinard est évident. Ça permet au service patrimoine de la ville de bénéficier de retours d'expérience de communes confrontées à des problématiques similaires à celles de Dinard. Ça permet à la ville de bénéficier d'un centre de ressources que nous n'aurions pas les moyens ou la possibilité d'acquérir sur nos fonds propres. Ça complète également, au niveau national, l'action qui est menée par l'Union des villes d'art et d'histoire de Bretagne, à laquelle nous sommes adhérents, mais association qui aujourd'hui s'interroge sur son devenir. Donc c'est tout ça l'intérêt, et le tout pour un coût annuel que j'arrondis à 500 €. Est-ce qu'il y a des questions sur cette adhésion? Non. Donc je passe à la délibération. Madame Guillaume. Ah, pardon. Je saisis l'opportunité d'un conseil municipal à l'ordre du jour assez allégé pour poser des questions plutôt d'infos. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est le renouvellement du label, Monsieur Dièvre, peut-être à l'occasion? Le renouvellement du label est en cours, il poursuit sa procédure. On a été audité aujourd'hui, mais pour le moment, nous attendons le retour de la DRAC pour savoir quel sera le résultat de notre audit. L'audit était aujourd'hui. Ouais. D'autres questions? Donc je propose de passer à la délibération. Le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Adhérer, article 1er, adhérer à l'association Sites et Cités Remarquables de France pour une cotisation annuelle de 494,63 €. Article 2, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer les actes s'y rapportant. Et article 3, désigner M. Éric Dièvre, conseiller municipal délégué, au label Ville d'Art et d'Histoire, à son renouvellement, à la gestion et à l'optimisation du bâti à caractère patrimonial, pour représenter la ville. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Merci.
Une abstention, merci. Donc, point 9, construction d'un abri, d'une fontaine et de la clôture du parc des Tourelles. Relance suite à la déclaration d'infructuosité, le 2, gros œuvre, avenant 1. Madame Caveau. Merci, Monsieur le maire. Par délibération 2024-145, en date du 22 juillet 2024, un marché a été attribué à l'entreprise Siméo Construction pour la réalisation des travaux de gros œuvres relatifs à la construction d'un abri, d'une fontaine et de la clôture du parc des Tourelles. En cours de chantier et quasiment à la fin, donc, quelques ajustements et compléments de travaux s'avèrent nécessaires. L'avenant 1 prévoit l'adaptation de certains éléments du lot gros œuvres du fait des reprises des études d'exécution du lot fontainerie. L'étude géotechnique préalable à la consultation des entreprises de travaux a été réalisée en 2023. L'année 2024 et le début d'année 2025 ont été particulièrement pluvieux, favorisant une augmentation du niveau de la nappe. Le bureau de contrôle a donc préconisé par précaution un cuvelage toute hauteur pour l'imperméabilisation. La municipalité a par ailleurs souhaité l'utilisation de ciment blanc dans le béton. Enfin, il convient de régulariser une erreur de plume lors de la relance du lot 2 du marché, qui avait été par erreur appelé lot 1. Conformément à la délibération 2024-145, le lot gros œuvres attribué à Siméo correspond bien au lot 2 de l'opération de travaux du marché des Tourelles. Cet avenant a une incidence financière. Modification du local technique de la fontaine, qui consiste en fait en un agrandissement du local fontaine prévu, 12 984,83 €. Modification des murets, 65,17 €. Imperméabilisation du local technique, 9 400 €, soit un total de 22 450 € hors taxe. Plus-value ciment blanc, 7 950 €, soit un total de 30 400 €. Y a-t-il des questions? Monsieur Deslandes. Oui, on parle beaucoup de ce parc des Tourelles et des évolutions, c'est bien. Mais est-ce qu'on a un montant exact du projet, où il en est, à partir du défrichage oui, et jusqu'à maintenant? C'est la même chose que je vous avais dit l'an dernier, plus 30 400. Alors, plus 30 400 € hors taxe, donc, dont je viens de détailler avec cet avenant. Donc, ce que je peux vous dire, c'est 529 000, donc 500 € hors taxe, ça c'est le coût de abri, fontaine, clôture, plus 71 850 de la phase 1 des travaux avec les SAR. La rémunération de l'architecte, pardon, 71 850, c'est toute la phase de décroutage et le chaos rocheux. Les cheminements aussi. Rémunération de l'architecte, 39 181. Et donc cette plus-value de 30 400 de Siméo et 33 260 € non dépensés pour le moment, qui sont la finalisation des réseaux. Et une évaluation de 10 000 € de plantation, ça sera moins, on ne sait pas. Et en plus, il y a des moins-values que je ne peux pas vous donner encore, des moins-values sur le lot, pas Siméo, mais Colas. Bon, moi, donc, là, j'arrive à un total de 714 191 € hors taxe, soit 857 000 € TTC. Merci beaucoup. Madame Guillaume. Ces montants de travaux, sur la commune, il y avait des frais RH, enfin de la gestion RH, des interventions RH de nos services. Les services tous les projets, l'ingénierie, le suivi de chantier. Oui, donc il y a une équivalence charge RH aussi sur ce projet-là. Oui, sur tous les projets, il y a une équivalence. J'entends bien, mais on dédie le temps des agents à une chose ou à une autre. Il y en a là-dessus, mais on n'a jamais l'évaluation des temps RH. Et juste, est-ce qu'il y a des subventions également, en revanche, qui ont été touchées? Ni sur les plantations, leader, fond vert, tout ça, rien n'a fonctionné. Décroutage non plus? Décroutage non plus, non. C'est très étonnant. Eh ben non, c'est pas étonnant, mais ça, je vous retrouverai pour le décroutage, pour qu'on n'a pas eu de subvention, mais on n'en a pas eu, non.
Je voulais pas dire c'est étonnant, je voulais dire ça m'étonne. Donc là, pour le coup, ça m'étonne. La demander, enfin... S'il n'y a pas d'autres questions, on peut délibérer. Madame Cabot, s'il vous plaît. Donc, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Article 1er, approuver la proposition de la commission de suivi de contrat de la commande publique du 9 avril 2025 d'autoriser l'élaboration de l'avenant 1 du lot 2, gros œuvres du marché de construction d'un abri, d'une fontaine et de la clôture du parc des Tourelles pour un montant de 30 400 € hors taxes. Article 2, autoriser le maire ou l'adjoint à signer les documents afférents à cet avenant. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Merci. Juste un petit mot, Attendez, parce que j'avais complètement oublié de vous dire que l'inauguration, c'est le 21 juin, à partir de 11h, avec l'école de musique. Évidemment, vous êtes tous conviés à ce moment festif. C'est une abstention, Madame Guillou, quand vous allez lever la main? Non, pas du tout, c'était pas une abstention, c'était juste une explication de vote. On nous a dit en commission de suivi de la commande publique que là, on délibérait sur la validité de l'avenant. L'avenant étant valide, je vote favorablement. C'est ce qu'on nous a dit en commission. Mais pas sur la pertinence, mais sur la validité. Très bien. Donc, unanimité sur l'avenant, merci. Point 10, c'est ça? Oui. Attribution du marché relatif à la fourniture et des livraisons de mobilier urbain, donc pour la période 2024 jusqu'à 2028. Catherine Cabot. Donc, il s'agit de la reconduction de l'appel d'offres relative à la fourniture et la livraison de mobilier urbain qui a été lancé le 24 septembre 2024 sous la forme d'un accord cadre à bon de commande d'1 an, reconductible 3 fois, avec un montant maximum de 295 000 € hors taxes, soit 1 180 000 € hors taxes pour les 4 ans du marché. Il y a eu 8 lots dans cet accord cadre, 20 sociétés ont répondu et après analyse, la commission d'appel d'offres a attribué le marché pour le lot 1, potelet barrière métallique, à l'entreprise Ingenia pour un montant du DQE de 34 565 € hors taxes dans la limite de 60 000 € hors taxes par an, soit 240 000 € hors taxes sur les 4 ans. Le lot 2, potelet à mémoire de forme, a été attribué à l'entreprise Le Potelet pour 24 730 € dans la limite de 40 000 € hors taxes par an, soit 160 000 € hors taxes sur les 4 ans. Le lot 3, Arceau Vélo, à l'entreprise Ingenia pour 12 200 € hors taxes dans la limite de 20 000 € hors taxes par an, soit 80 000 € hors taxes sur les 4 ans. Lot 4, bac d'orangerie, à l'entreprise Atec pour 20 017,50 € hors taxes dans la limite de 30 000 € hors taxes par an, soit 120 000 € hors taxes sur les 4 ans. Lot 5, bancs et fauteuils à l'entreprise France Bonhomme pour 36 637,20 € hors taxes dans la limite de 60 000 € hors taxes par an, soit 240 000 € hors taxes sur les 4 ans. Donc le lot 6, nous le reportons. Lot 7, corbeille métallique et plastique à l'entreprise Henri pour 44 000 € hors taxes dans la limite de 30 000 € hors taxes par an, soit 120 000 € hors taxes sur les 4 ans. Lot 8, corbeille compactrice solaire à l'entreprise Future Street pour 46 750 € hors taxes dans la limite de 40 000 € hors taxes par an, soit 160 000 € hors taxes sur les 4 ans. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Article 1er, approuver la décision de la commission d'appel d'offres d'attribuer le marché de fourniture et livraison de mobilier urbain dans la limite des montants maximum annuels pour chacun des lots aux entreprises que je viens de citer. Donc pour un montant total de 235 000 € hors taxes maximum par an, soit 940 000 € hors taxes pour les 4 ans du marché, puisque nous enlevons le lot 6. Article 2, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à cet accord cadre au nom de la commune. Y a-t-il des votes contre? Pardon. Excusez-moi, j'ai quand même une question. Oui. J'ai un problème de compréhension. Vous écrivez qu'on est en train d'approuver une décision dans la limite des montants maximum annuels pour chacun des lots. Ça veut dire que quand vous avez 120 000 € sur 4 ans en plafond, si je lis des montants maximum annuels, ça veut dire qu'on n'est pas censé dépenser plus de 30 000 € par an. Oui, c'est ça. Mais je vois des choses qui dépassent très fortement, moi. Je vois l'entreprise Henri sur le lot 7, qui est pour 44 000 €, alors que la limite est de 30 000 par an. Oui, mais ça doit être compensé, en fait. Par
l'année suivante, c'est un lot. Ah bah, si c'est tant par an, c'est tant chaque année. En fait, c'est un bordereau de prix, en fait, parce que dans la proposition, il y a plusieurs éléments, en fait, dans chaque domaine, et ça peut atteindre, une fois accumulé, un montant de 46 000 euros. Mais c'est l'ensemble des propositions. C'est pour cette raison que les fournisseurs ont été sélectionnés, mais on ne dépensera pas plus de 30 000 euros par an. Voilà. Chaque entreprise a répondu sur les bordereaux de prix. Vous voulez dire qu'on ne dépensera pas plus de 30 000 euros de moyenne annuelle, mais pas 30 000 euros par an, pour le coup. Parce que c'est écrit 30 000 euros par an, là. Oui, c'est par an. Non, c'est pas ça. 44, ça fait plus de 30. Oui, mais dans la limite de l'enveloppe maximum annuelle de 30 000 en dessous. C'est le total du bordereau de prix unitaire, en fait, donc c'est un prix qui est artificiel, en fait. Ok. Oui, mais c'est... Ok. Mme Guillaume. Globalement, c'est si on prenait tout, ça pourrait arriver à 44 000, mais nous, on se limitera à 30 000 par an. Si on prenait un article de chaque, ouais, exactement, par exemple. On peut... Ouais, pardon, c'est même pas tout à fait ça, parce que... Non, c'est juste comment on mesure l'appel d'offres. La mesure d'un appel d'offres, c'est fait avec un bordereau de prix. C'est-à-dire qu'on prend effectivement un prix, une unité de chaque. Et on arrive à 44 000 euros. Voilà. On peut délibérer, Madame Cabot. On peut délibérer, Monsieur le maire. Donc, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Article 1er, approuver la décision de la commission d'appel d'offres d'attribuer le marché de fourniture et livraison de mobilier urbain dans la limite des montants maximum annuels pour chacun des lots entreprises cités ci-dessus, pour un montant total donc révisé de 235 000 euros hors taxe maximum par an, soit 940 000 euros hors taxe pour les 4 ans du marché. Article 2. Autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à cet accord cadre au nom de la commune. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions? Merci. Merci, Madame Cabot. Et donc, point 11, mandat spécial pour un déplacement à Saint-Quentin. Madame Mervin. Donc, dans le cadre du congrès des villes amies des aînés, donc VADA, Madame Catherine Cabot se rendra à Saint-Quentin les 20 et 21 mai prochains. Donc, conformément au Code général de la fonction publique, les élus locaux ont la possibilité d'obtenir le remboursement des frais d'hébergement et de restauration qu'ils auraient engagés dans le cadre d'un mandat spécial. Donc, les dépenses engagées par Madame Cabot pour ce déplacement seront remboursées sur la base des frais réels et sur présentation d'un état de frais accompagné des pièces justificatives. Est-ce que vous avez des questions? Donc, le maire propose au conseil municipal... Pardon. Une petite question d'information. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on est là-bas? Ça permet de rencontrer d'autres délégations qui engagent la même démarche et voilà, d'échanger, de réseauter. C'est le colloque, oui, national en fait et annuel de VADA, et c'est bien de s'y trouver pour effectivement apprendre des choses, échanger et éventuellement recevoir un label si on le mérite. Madame Mervin. Plus de questions? J'y vais. Le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Rembourser à Madame Catherine Cabot les dépenses afférentes sur la base de frais réels et sur présentation d'un état de frais accompagné des pièces justificatives sur la ligne budgétaire suivante, compte 653,12 frais de mission, et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette décision. Donc, qui s'abstient et qui vote contre? Merci. Merci Madame Mervin. Et donc, dernier point à l'ordre du jour, le traditionnel compte-rendu des décisions du maire depuis le dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Monsieur Deslandes. Juste pour revenir au conseil municipal et aux délibérations, lors du dernier conseil municipal, j'ai demandé à avoir connaissance de la répartition des agents par catégorie et l'évolution entre 2020 et maintenant. Je rappelle ma demande. Oui, j'ai les réponses. Après, je voulais vous le présenter en plus quand il y avait des délibérations RH, comme il n'y en avait pas. Mais après, j'ai les pourcentages pour faire une petite synthèse. Mais je pensais vous présenter un petit graphique et puis voilà, les chiffres pour le prochain conseil. Vous pouvez nous l'envoyer, sinon. Hein. Aussi, oui, peu importe. Mais oui, on voit la tendance conforme à la demande de la CRC, quoi. Voilà. Merci d'avance. Madame Guillaume.
coup, je ne savais pas qu'il y aurait cette question, mais je saisis l'opportunité pour demander si j'aurais un jour des réponses aux questions que j'avais posées en lien avec le budget. Vous m'aviez dit plusieurs fois que vous notiez la question, mais je n'ai pas eu les réponses. Donc, au moment du vote du budget, j'ai posé plusieurs questions sur l'investissement, le fonctionnement. Vous m'avez dit, je note la question, mais du coup, je n'ai pas les réponses. Voilà, mais je renouvelle la question. On a les réponses, hein. Donc on va les renvoyer par écrit, c'est plus simple. Il faut que je redemande, quand je pose une question, il faut que je redemande. Non, on les avait notés, c'était les comptes 623 de mémoire, c'était tout ce qui était publicité ou... Oui, il n'y avait pas que ça, il y avait les bâtiments publics aussi. Enfin, bon, j'avais indiqué plusieurs questions, mais je n'ai pas eu les réponses en tout cas. Je vais vous renvoyer la réponse. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur les décisions du maire, s'il vous plaît? Monsieur Vergne. En ce qui concerne la 66, est-ce qu'on peut savoir où se situe le parking souterrain en question? Oui, c'est pour une étude pour le futur parking souterrain qui ira sur le site NJ, en fait. L'objectif, c'est d'acheter un parking en VFA, en fait, aux promoteurs qui vont... Et vu qu'on veut et vu que ça sera un parking souterrain particulièrement assez technique, parce qu'on souhaite qu'il soit adapté aux fourgonnettes des camelots, on va s'assister d'une maîtrise, d'une aide à maîtrise d'ouvrage, comme ça se fait régulièrement dans ce genre de projet. Voilà, pour écrire un cahier des charges particulièrement bien précis. Parce que c'est pas si facile que ça de faire un parking pour fourgonnette qu'on ne peut le penser. Monsieur Le Toquin. Quel numéro? Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous et à toutes. Donc moi c'est la 62 et la 63. C'est l'attribution des marchés des travaux d'aménagement là pour un montant de 178 000, presque 179 000 euros. Maison du Puy. Donc savoir. On s'attendait à la. C'est un sujet qu'on a évoqué justement au sein du conseil d'administration du CCAS. Donc je vais laisser Catherine Cabot vous présenter le projet du réaménagement des jardins du Puy. Alors, ce jardin, donc, j'en avais déjà parlé ici, hein, c'est la création d'un jardin à destination des grands seniors de la résidence autonomie du Puy, mais il faut savoir aussi que cet endroit, c'est aussi un espace public qui est emprunté par les soignants de l'hôpital Gardiner et leurs patients qui viennent marcher, déambuler dans cet espace et pour lequel on souhaite aussi, évidemment, que ce soit agréable et plus agréable qu'aujourd'hui. Alors le jardin, il faut, dans son esprit, hein, après donc les consultations qui ont été faites auprès des résidents, va être pour donner une sensation d'intimité, sera clôturé en limite d'espace public, mais pas fermé. Donc il sera sécurisé, il sera plus intime. Et notamment, ça évitera, j'espère, les déjections canines. Mais donc, il restera ouvert. Et l'idée est de créer une vraie ambiance de jardin, donc avec des chambres, une grande variété d'espèces, de couleurs, de senteurs, des arbres aussi à feuillage persistant pour assurer une présence de végétal l'hiver. Comme vous pouvez le voir, enfin, je ne sais pas si ce dessin... Peut-être on peut montrer les autres plans. Voilà, celui de droite est quand même plus parlant. On voit donc l'organisation des chambres et puis on voit aussi la pergola, on voit les bancs, comment ça va être organisé puisqu'on a gardé donc ce chemin, cette transverse toute droite parce qu'en fait c'était une demande hein, notamment des soignants pour aider les gens là, qui sont en rééducation et tout. Voilà. Et puis ensuite, alors vous allez sur la gauche, vous avez un banc qui va être autour d'un érable champêtre. C'est sur la gauche. Voilà, merci. Et en dessous, une pergola et un terrain de boules, mais qui pourra servir aussi pour d'autres jeux. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Nous avons choisi... il y aura un mini-jardin senteur. Et puis le devant de la résidence aussi va être réaménagé. Oui, parce que effectivement, c'est bien aussi d'aider les personnes âgées à se retrouver dans les jardins d'autrefois avec les senteurs qu'elles connaissent et qu'elles aiment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce que vous avez des questions?
Est-ce que vous pouvez m'aider à situer le plan que vous mettez là? Où est l'avenue Édouard VII, là? Parce que j'ai vu passer Henri Dunant, mais j'arrive pas à me situer. Où sont les jeux qui ont été installés pour les aînés, pour être clair? On les voit pas sur le plan. C'est de l'autre côté, c'est toute la partie compris, mais... Donc cette partie-là est une partie privative? Tous les espaces verts, là, c'est une partie privative? Oui, c'est Émeraude Habitation. Mais c'est nous qui l'entretenons. C'est la ville qui l'entretient. C'est pour ça qu'on a passé une convention avec la Émeraude Habitation. Mais les 179 000 euros, c'est Émeraude Habitation ou c'est nous? Non, c'est nous qui payons l'intégralité des travaux. Je ne comprends pas bien le montage financier, là. C'est Émeraude Habitation qui est propriétaire. L'hôpital, c'est la fondation. Vous dites que ça sert également au personnel de l'hôpital. J'ai bien compris ça. Ça sert aux kinés, oui, qui font marcher les gens, oui. OK. Et ce n'est pas un espace public, on est d'accord? C'est un espace public, si, ça sera ouvert. Enfin... Je peux aller me promener dedans? Absolument. J'ai entendu parler de clôture tout à l'heure. Ça sera clôturé, mais pas fermé. Il y aura une clôture autour, mais ça restera ouvert. Si vous voulez, c'est juste pour empêcher pour donner une sensation d'intimité et d'empêcher les chiens de y aller, voilà. Ok. Et c'est à la charge de la ville. Il en est de même sur une résidence HLM, par exemple? On finance les espaces verts quand c'est la Rance, par exemple? Oui, il y a certains endroits où en fait, on a conventionné avec les bailleurs pour entretenir certains espaces verts sur l'espace privé. Entretenir. Voilà. On peut être sympa. Financer, en fait, 180 000 euros, c'est plus pareil. Hein. Oui, mais là, on jongle facile. Hein. Tout à l'heure, c'était 850, maintenant, c'est 180. Là. On avait une enveloppe. C'est normal. On avait une enveloppe d'1 million pour les jardins. Je vous rappelle dans le PPI. Bah, ça y est, elle est consommée là, largement. C'est pas vraiment la question. C'est l'usage des résidents du foyer logement. Ah, mais c'est tout à fait louable. La question, c'est qui doit payer ça? Mais comme les jeux également, enfin, pas les agrès qui ont été installés aussi sur la droite là. Voilà, c'est à l'usage de tout le public. Je crois qu'Émeraude Habitation n'aurait pas financé ces travaux. Ils avaient déjà financé devant. Ma question précise, c'est est-ce que c'est à nous de le financer? Est-ce que c'est notre terrain? Est-ce que c'est à nous de le financer ou pas? Est-ce que c'est légal? Oui, c'est légal, on est exploitant. Monsieur Deslandes? Oui, une question sur la suivante, la 063. Donc, transfert du marché. À quoi ça correspond? Ça, c'est juste parce que la paysagiste, elle a gardé son dossier, mais elle a changé de structure qui la chapeaute, en fait. D'accord. Et cette question bête, mais que je pose quand même, il y a eu d'autres devis de fait, puisque c'est pas passé en appel d'offres. Ah, il y a une consultation, oui, bien sûr. Et c'est la paysagiste qui a attribué le... Oui, bien sûr. Vous parlez des travaux de Le Quartier? Oui, absolument. Oui, bien sûr qu'il y a une consultation. D'accord. Non, il n'y a pas d'appel d'offres, c'est une consultation, à cause du montant. Parce qu'on est en dessous des seuils, en fait. Il y a bien eu, en bonne et due forme, une consultation. Ça, c'est obligatoire, c'est faire 3 consultations minimum. Et là, on est en dessous des seuils, ça permet aussi d'aller un peu plus vite sur des dossiers moins importants. Mme Guillaume? Le devis inclut le mobilier urbain? Oui. Oui, c'est tout inclus, là? Tout inclus. Tout inclus. Il n'y aura pas de surcoût. C'est quand même c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre que les tourelles. Mme Grassi. La 65, par curiosité, mission de maîtrise d'œuvre concernant la réhabilitation du manège et des tribunes du centre équestre. Quand on parle des tribunes intérieures au manège ou on parle des tribunes extérieures du site? De quoi parle-t-on là, sur cette maîtrise d'œuvre? C'est bien les tribunes du terrain d'honneur, en fait. Donc ça fait partie les tribunes extérieures et le manège. Ça fait partie des premières actions qu'on met en œuvre là, pour respecter le PPI qu'on a réalisé sur le centre équestre. Je crois qu'il y a une autre décision aussi qui concerne le centre équestre un peu plus loin. Exact. Mme Guillaume? Moi, ce n'est pas une question, c'est une observation en relisant les tarifs pour la 083 et la 084. Je n'ai pas souvenir qu'on ait évoqué cette question-là en commission culture vivante, mais la différence entre le tarif extérieur et Dinardet me paraît vraiment minime. On a 3 € d'écart. Je ne trouve pas ça très significatif.
Moi, je pense que ça vaudrait le coup peut-être de mettre ce point à l'ordre du jour sur une commission. Voilà, donc là, je prends note des tarifs, mais l'écart me semble faible. Monsieur Rémy. C'est pas un gros écart, effectivement, mais c'est ce qui s'est pratiqué depuis le début du mandat. Moi, on perpétue cet écart. On peut effectivement en parler à la prochaine commission le 4 juin. Prochaine commission culture. Mais je veux bien qu'on le mette à l'ordre du jour. Mais ça mérite discussion. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les décisions du maire? Madame Porte. Ouais, juste pour embêter un peu Rémi, pour mettre en regard avec la 84, c'est-à-dire Yodelis, 36 000 et des brouettes, 36 925, et les tarifs du dinner opening, où le prix pour Yodelis, c'est 40 € de mémoire, j'ai ça en tête, mais moi j'aime beaucoup, hein, donc ça me va bien, 40 €, et demi-tarif pour les étudiants, les moins de 26 ans, 20 €. Pour arriver à 36 925 €, globalement, il faudra mettre 1000 entrées. Pardon? Il faudra faire 1000 entrées, globalement. On va faire plus de 1000 entrées, oui. Vous allez faire plus de 1000 entrées? Oui, oui. Je le souhaite, sur le parvis du Port-Breton. Je pense qu'on va faire beaucoup d'entrées parce que actuellement, on est à plus de 3 mois de l'événement et on a déjà 6 000 € de recettes, on a déjà 200 entrées. Sur Yodelis? Pardon, uniquement sur Yodelis. Il y a plus de 500 réservations sur le festival, ce qui est absolument inédit. C'est une bonne nouvelle. Je suis vraiment plus tranquille que les années passées. L'objectif, c'est pas de faire une recette, enfin, c'est une recette de billetterie supérieure parce qu'il y a énormément de frais annexes. Il n'y a pas seulement le cachet de 36 000, il y a la scène, il y a le son, la lumière, etc. On arrive en général à des frais de, plus la SACEM, il faut compter 15-20 000 € de plus. Donc, mais on va couvrir très, j'en suis absolument certain. Et on se posait la question, d'ailleurs, quand on a préparé un peu cette réunion. Donc, on est bien sur le parvis de Port-Breton, où on attend plus de 1000 personnes. On est bien derrière le château, absolument, avec les buts de oui. l'autre côté. Et là, on peut aller à combien? 2000. 2000, ok. Ah bah, Debout aussi. Si on va augmenter la jauge, on a décidé d'augmenter la jauge cette année. Oui, on a augmenté la jauge, ouais. En lien avec la sous-préfecture. Donc, on peut aller à 2000. Oui, l'an dernier, c'était 1500, mais on peut monter à 2000. Mais bon, voilà. Mais même si on avait 1000 ou 1500, on couvrirait largement le cachet. Merci, j'espère. Mme Crévaillat. Concernant la 071, où il n'y a pas d'incidence financière en réalité, mais j'aimerais bien avoir connaissance de la liste des parcelles objets des prestations de tonte ou de fauche tardive. Est-ce que ça signifie qu'on aura maintenant moins de terrains qui restent en fauche tardive, c'est-à-dire qui sont impraticables, ou bien est-ce qu'au contraire, il y en aura davantage? Est-ce qu'on peut avoir connaissance de la liste? Oui, je peux vous la donner. Alors, la superficie globale avant avenant de tonte, c'était 64 387 mètres carrés. Oui. Elle va passer à 73 459. La superficie de fauche tardive, 81 874 mètres carrés, va passer à 81 113 mètres carrés. Donc, vous voyez, il n'y a pas une énorme différence. Alors, il faut savoir on va récupérer New Quay. Et nous, on s'occupe toujours de 11 hectares de tonte. Donc, on est passé donc, à 8,1 hectares de fauche, mais je vous donnerai les chiffres si vous voulez, je vous les enverrai, soit 26 hectares en tonte et en fauche en tout, pour à peu près 70 hectares d'espace vert en tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la fauche tardive, la mal aimée, la pauvre, elle coûte 6 fois moins cher quand même que la tonte, et il faut qu'on arrive à la rendre acceptable parce qu'elle est beaucoup plus utile à la biodiversité et aux humains qui vivent aussi, qui ne sont pas des machines, mais qui sont aussi des êtres biologiques. Alors, cette fauche tardive, je sais, elle est mal aimée. Alors, on est obligé de la diminuer sur certaines parcelles parce qu'il y a vraiment beaucoup de protestations. Mais bon, on va s'évertuer à la rendre acceptable parce qu'elle est beaucoup plus vertueuse. Oui, là, j'ai aucun doute sur cet objectif-là, mais en revanche, là où il y a des tables de pique-nique et qu'on ne peut pas avoir accès puisqu'il y a 2 mètres d'herbe autour et que les enfants ne peuvent pas aller profiter de l'espace pour... Il y a des abyrations, bien sûr.
je pense que là, il y a quand même matière à réfléchir à la fauche tardive, qui est peut-être utile pour la planète, mais pour les touristes, c'est peut-être un peu difficile à concevoir. Madame Grassi. Elle est probablement productive pour la biodiversité. Elle est hautement nuisible lorsqu'on voit des enfants jouer au ballon sur le goudron de la rue, parmi les voitures, au lieu du terrain qui est à côté. Donc là, il faut être vraiment très, très vigilant, parce que c'est pas normal, c'est pas raisonnable. Je suis d'accord avec vous, il faut de la jugeote. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les décisions du maire? Monsieur Deslandes. La dernière, qui est la 073, devis de l'Agence de communication des arts dans le cadre de l'exposition Olivier Debré. Ça correspond à quelle communication? Est-ce que c'est ce qu'on fait d'habitude nous-mêmes? Est-ce que... Ah non. C'est ça. Non, mais c'est les prestations d'une agence de presse, en fait. Donc, on n'a pas d'attaché de presse en interne. Donc, c'est un événement qui mérite une promotion dans les médias, qui mérite d'être médiatisé, comme l'était l'exposition l'année dernière, et comme l'est le Festival du film britannique. Donc, on a fait une consultation et on a pris le mieux offrant. On leur a demandé une prestation supplémentaire, à savoir un chiffrage des retombées médias, justement pour pouvoir évaluer l'équivalence. Voilà. Merci beaucoup. Un tout petit complément, excusez-moi. C'est la même société que l'an dernier pour l'exposition Garouste. Il se trouve que c'est encore... Elle avait donné satisfaction l'année dernière, mais comme l'a souligné Martine Guénégan, on décide de lui demander un complément de travail, c'est-à-dire d'analyse des retombées médias qui ont été déjà très importantes l'année dernière, voilà, et qu'on espère encore meilleures cette année. Pas d'autres questions sur les décisions du maire. Donc, juste pour terminer, donc, vous êtes tous conviés, bien évidemment, à Nature en Fête ce week-end. Deux informations de Madame Béziel. Oui, deux petites informations. Donc, je vous propose de venir partager votre pique-nique à Un autre regard, la 3e édition de la manifestation Un autre regard, qui est proposée par la commission d'accessibilité le mercredi 14 mai de 11h à 16h dans le parc de Port-Breton, pique-nique solidaire. Et puis le samedi 17 mai... Merci. Le samedi 17 mai de 14h à 18h, toujours dans le parc de Port-Breton, la fête mondiale du jeu qui est en partenariat avec les ludothèques françaises, et ce sera la 25e édition. Ça serait bien de venir passer 5-10 minutes là-bas. Merci beaucoup. Merci Madame Béziel. Donc, comme je vous l'ai évoqué, donc prochain conseil municipal, non pas en mai, mais le 23 juin à 18h, lundi 23 juin. Je vous remercie. La séance est levée. Merci. Et ça, c'est le calendrier prévisionnel des autres conseils municipaux.